Salut à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre à l'Institut Néosis de Genève à la rencontre de Sylvie Détiolas, docteur en biologie moléculaire, et Claude-Charles Fourier, psychothérapeute, à l'occasion de la sortie de leur nouveau livre « Voyage aux confins de la conscience » paru aux éditions Trédaniel. 10 ans d'expérience de sortie de corps et de voyage à distance réalisés avec Nicolas Fraisse, un ex-comptable devenu infirmier par compassion et capable de réaliser plusieurs décorporations par jour. Dans l'entretien exclusif qu'il nous a accordé, il nous explique comment fonctionnent ces sorties de corps et lève un coin du voile sur ces voyages extraordinaires dans le cosmos avec, en prime, une sortie de corps inédite en mode retour vers le futur. Suivez-nous! Je vis ces expériences depuis que je suis tout petit. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je vis des décorporations, c'est-à-dire que tout petit, j'étais sur les bancs de l'école et dès que je m'ennuyais, je partais et j'allais voir ce qui se passait chez mes parents ou chez ma grand-mère, ou voilà, dans des endroits. Et pour moi, c'était logique. Donc à l'époque, je le vivais très bien parce que pour moi, tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait, s'il s'ennuyait à un endroit, voyager, partir et aller dans un endroit qui lui plaisait plus. Puis très vite, avec le temps et en grandissant, en parlant autour de moi, aux grands, aux adultes, C'est pas facile, hein? c'est pas facile, ou même en parlant aux enfants, aux autres enfants, et ben, je me suis aperçu très rapidement que j'étais un peu le seul à vivre ce genre de choses. Et enfin autour de moi. Et pourtant, j'avais envie et besoin d'en parler. J'ai eu une oreille attentive auprès de ma grand-mère paternelle qui vivait aussi ce genre de choses et qui, pour elle, c'était normal aussi. Et elle m'a toujours encouragé à garder ça, et non pas comme beaucoup d'adultes le faisaient, ou même mes parents, mais ils le faisaient non pas par méchanceté ou parce que ils voulaient bien faire en fait. Et quand un enfant raconte ce genre de choses, on lui dit bon bah c'est dans tes rêves, c'est pas vrai. Parfois un peu plus durement, arrête de raconter des conneries. Mais Ou des professeurs qui te disaient ou des professeurs qui va voir un médecin. Alors ça a été un peu plus tard, mais oui, effectivement. Et ma grand-mère, elle, non, c'était, bon, ben, si tu vis ça, ne laisse personne dire que c'est faux. D'autant qu'elle avait elle-même voilà, des capacités, parce que... Elle disait d'aller chercher le pain qui était sur l'étagère. Voilà, par exemple, elle avait cette capacité-là, elle pouvait savoir ce qui se passait dans un lieu où elle n'était pas. Et moi, quand j'étais enfant, je me suis jamais dit, tiens, ma grand-mère fait des sorties de corps. Non, je connaissais pas tout ce monde-là. Pour moi, c'était normal. Ma grand-mère, elle pouvait juste savoir ce qui se passait là où elle n'était pas. Elle pouvait juste savoir qu'il y avait un pain de telle forme, de telle cuisson sur l'étagère de la boulangerie. Mais en tant qu'enfant, je me suis jamais posé de questions. À l'adolescence, je me suis bien renfermé, d'autant plus que au collège, j'avais un petit peu la double, on va dire une double étrangeté. J'étais à la fois homosexuel et puis à la fois j'avais ce type d'expérience. On est dans deux mondes différents, pourquoi les associer? Pour moi, que ce soit l'homosexualité ou ces sorties de corps, ou toutes ces choses que j'ai vécues, j'ai eu besoin de faire un coming out, que ce soit pour l'homosexualité ou que ce soit pour ça. Il y a eu exactement le même élan, c'est-à-dire de braver l'autre en disant « oui, je suis différent ». Il ne faut pas chercher un lien entre homosexualité et capacité, non. C'est simplement que pour moi, le vécu a été pratiquement similaire. Alors cette étape-là franchie, où en arrives-tu? J'en arrive à mes 18-20 ans où là j'assume un peu plus pleinement, et il y a la mort de ma grand-mère. Chemin faisant, une amie me dit ah, je t'emmène aux rencontres de Martigues sur les NDE. Même si je vivais des choses extraordinaires, je me suis toujours dit ces allumés-là, pas pour moi. Et donc Claude-Charles et Sylvie,
qui font leur petit speech et qui, à la fin donc, de leur présentation, demandent dans la salle s'il y a des personnes qui vivent spontanément des sorties de corps pour se lancer dans une étude scientifique. Alors la personne rationnelle et terre à terre que je suis a dit bingo, je vais pouvoir aider à comprendre le phénomène à travers un regard scientifique. Il y avait une table vide, donc pas de feuilles, pas de stylo, rien, personne. Tu n'étais pour le moins pas prédestiné à faire cette rencontre-là. Non, c'est vraiment, on va dire, les subtilités du hasard qui ont fait que je suis tombé là-dedans. Depuis cette rencontre, 10 ans sont passés. Je ne suis plus du tout l'homme que j'étais à l'époque. J'ai pris de la bouteille. Auparavant, je ne vivais et je ne me rendais compte que de ces sorties de corps que je faisais. Et avec le travail qu'on a fait avec Sylvie et Claude Charles, j'ai réussi à développer d'autres types de capacités. Donc pêle-mêle des choses comme la télépathie, comme la vision à distance qui est un peu différente de l'OBE, comme récemment, comme dans le livre on le dit à la fin, comme on le raconte à la fin, ces phénomènes de voix qui me donnent des réponses à des questions d'un protocole scientifique. Il y a eu aussi des moments sombres. Grâce au soutien de Sylvie et Claude Charles, j'ai pu les passer. Si je n'avais pas eu ce soutien, j'aurais pu sombrer au mieux dans la dépression, au pire dans autre chose. Mais pense au noir, par exemple, avec le suicide. C'est horrible, ce sentiment d'oppression, se dire que est-ce qu'à chaque fois que je vais faire une OBE maintenant, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, je vais me retrouver dans cet état-là, dans le fait de se sentir oppressé dans un endroit noir, le noir absolu, c'était à devenir fou. On précise que ce sont des situations que tu ne provoques pas et que tu subis et qu'en conséquence, tu te demandes jusqu'à quel point tu vas pas devenir prisonnier. Je ne pouvais pas maîtriser le départ pleinement, donc je ne pouvais pas maîtriser non plus ce qui allait s'y passer. Et donc, je ne pouvais pas maîtriser le fait de me retrouver dans ce noir-là, dans cette espèce d'obscurité oppressante. Ouais. Ça déclenche quoi? Comment est-ce que le phénomène se forme? Comment est-ce que la sortie de corps se forme? Il y a une sorte de basculement vers l'avant, comme si une partie de moi, une partie subtile de moi, se décalait légèrement vers l'avant de mon corps. À ce moment-là, il y a la plupart du temps un effet un peu tourbillon, un peu comme si cette partie-là se mettait à tourbillonner légèrement, un peu comme quand on a bu un peu trop d'alcool et qu'on a la tête qui tourne. À partir de là, il y a un flash lumineux qui m'emmène en fait dans le lieu où je dois me trouver, enfin où la sortie doit se faire. Et j'arrive sur le lieu, mais pas avec mon corps ou un corps subtil, j'ai jamais cette sensation-là. J'ai vraiment plutôt la sensation d'être le lieu où je me projette, où ma conscience se projette. C'est-à-dire que si je me projetais ici, je serais à la fois le plafond, le sol, les fauteuils sur lesquels nous sommes, et même nous, les corps que nous sommes. Je pourrais être aussi les pensées qui se créent. Donc dans cet état-là, il y a vraiment cette impression d'être tout. Comme si tout était information et toutes ces informations étaient moi. Lorsque la sortie se finit, il y a la plupart du temps un retour en fait direct avec cette sensation de tomber dans mon corps. Puis mon cerveau ou une partie de mon mental se reconstruit la scène et du coup après je peux facilement non plus être cette espèce de flot d'informations, mais plutôt créer
comme un point de regard dans cette scène. Et donc après, lorsque je veux réexplorer cette scène en souvenir, je la vois à partir d'un point de vue fixe. Que tu choisis, car c'est un peu multicaméra. C'est un peu ça. Hein, comme c'est un peu ça. Ouais. Crypté qu'on connaît bien. Oui. Tu choisis ta caméra. C'est ça. Et ces voyages, tu ne les fais pas que sur, on va dire, le monde terrestre. Non, c'est vrai. Chaque soir, avant de m'endormir, au moment de m'endormir, je pars dans l'espace. Je vois tout un tas de choses, des étoiles, des choses comme ça. Mais surtout, l'endroit où je me retrouve le plus souvent, c'est face à une grande nébuleuse bleue, d'un bleu profond. Et c'est vrai que c'est un lieu où je me rends régulièrement. Mes sorties de corps m'emportent régulièrement là-bas. C'est beau. Ces expériences-là sont différentes de celles que je vis la journée ou avec lesquelles je peux travailler avec le centre de recherche parce que j'ai aucun moyen d'aller vérifier sur place que cette nébuleuse existe bien et qu'elle est exactement comme ça, ou que telle ou telle étoile, telle planète est de cette manière-là. C'est quelque chose que j'adore faire, que j'aime vivre, mais c'est plus du contemplatif et du récréatif que quelque chose que je vais travailler. Depuis que je suis adolescent, on va dire, j'ai cette intuition que la conscience n'est pas là. Ça ne se limite pas à un espèce de fonctionnement neuronal, c'est autre chose. Et à travers ces vérifications et à travers la démarche scientifique qu'on a avec le centre de recherche, j'ai envie de montrer au monde, mais surtout à mes proches en fait, qu'il y a autre chose. Est-ce que tu peux recenser quelques-unes de ces expériences que tu fais avec tes contemporains? Donc les expériences de vision à distance par exemple, c'est une capacité qui est surtout très pratique et que j'utilise de façon très pragmatique. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'une information, comme ma grand-mère avait besoin de savoir s'il y avait le bon pain à la boulangerie, moi si j'ai besoin de savoir si justement une boulangerie est ouverte ou s'il y a du monde au cinéma ou si mon restaurant préféré est bon, ou encore mieux s'il y a des contrôleurs de tramway pour éviter de payer un ticket, je vais faire ces vérifications et je vais aller voir avec mon esprit ce qui se passe au lieu dit et après bien évidemment je me déplace toujours pour vérifier l'information que j'ai eue. Quand j'étais au lycée, on me demandait d'aller voir le menu du self. Il l'affichait juste avant la récré du matin, et du coup je pouvais le donner avant d'aller le voir réellement. Alors ça c'est pour la dimension espace. Ça c'est pour la dimension espace. C'est-à-dire qu'on est ici et maintenant, oui. Et tu te déplaces géographiquement, si j'ose dire. C'est ça. Mais pas dans le temps encore. Non, j'avoue, j'ai peur de me projeter dans le temps. Souvent on m'a demandé mais est-ce que tu es allé voir les événements du 11 septembre? Est-ce que tu es allé voir tel massacre? Est-ce que tu es allé voir telle guerre? Est-ce que tu es allé voir... En fait, notre histoire est tellement ponctuée de choses horribles que la plupart des événements qu'on me demande de revivre sont des choses pas forcément très réjouissantes. Et moi, j'ai pas envie de voir ce genre de choses. J'aimerais pouvoir me projeter, par exemple, dans un concert de Barbara. Avec la chance que j'ai, je risque de me retrouver justement dans le 11 septembre ou alors dans un massacre de la Saint-Barthélemy. Même si tu en as envie au fond de toi. Oui, il y a une partie de moi qui en a envie, mais il y a aussi une grosse partie de moi qui a la trouille. Pour le moment, je m'abstiens. Pour la vision à distance, je pars toujours d'un souvenir du lieu. C'est-à-dire que pour une vision à distance, il faut que je connaisse le lieu. Je vais partir par exemple, lorsque je veux voir s'il y a des contrôleurs de tramway, je vais partir de l'arrêt du tramway tel que je m'en souviens. Après, de ce souvenir-là, je laisse
on va dire, mon esprit vagabonder. Et sur ma vision normale, se superpose la vision du lieu. Et l'image du lieu se crée petit à petit, comme si un brouillard se dissipait. Et je peux voir en fait des choses qui sont actuelles, un peu comme si j'avais une webcam sur place. Donc l'image se superpose à ma vision. Avec la même qualité d'image que celle qui fait que je te vois aujourd'hui? Alors, pas tout à fait. C'est un peu plus flou, avec des détails exagérés. C'est pas simplement du tourisme spatial que tu fais. Tu y rencontres aussi des choses, on va dire, des gens, des énergies. Je me tourne. Non, c'est pas le commissaire politique, hein, c'est écrit dans le livre. Ouais, alors... Oui, dans le livre, c'est bon. Ouais, parce que... Alors, oui. Non, mais tu peux aussi ouvrir des portes, hein, c'est Oui, bien, bien parce qu'il y a sûr. des gens qui attendent des éléments là-dessus. D'accord. Tu parlais de guide dans ton livre. Effectivement, dans ces sorties cosmiques, j'ai rencontré des énergies. C'est difficile de les nommer parce qu'en fait, dès qu'on nomme quelque chose, on a une représentation et je veux pas influencer sur une représentation quelconque, mais effectivement, il y a eu des rencontres dans le cosmos qui semblaient être en relation avec moi ou avec la partie de moi qui voyageait. Oui, il y a eu des rencontres, oui, j'ai vu des choses dignes des plus grands films de science-fiction, mais Par exemple, des mondes qui ne sont pas terrestres. Voilà. Donc, je vais dire des mondes extraterrestres, mais si je dis monde extraterrestre, j'ai peur que les personnes se méprennent et imaginent que j'ai vu des extraterrestres avec des tentacules et tout. Non. ils n'ont pas de tentacules. Pas tous. Là, c'est vraiment un terrain qui est glissant pour moi, dans le sens où ça touche le Nicolas terre à terre qui essaie de tout vérifier. Donc toutes ces choses que j'ai pu voir, malheureusement, je ne peux pas les vérifier avec mon corps. Je ne peux pas aller toucher ces planètes que j'ai vues, effectivement, avec des paysages très différents de la Terre. Je ne peux pas aller les toucher et aller vérifier de ces yeux-ci. Donc c'est compliqué pour moi, ouais. C'est compliqué de parler de tout ça. Si tu vois le contrôleur dans le bus, tu peux peut-être aussi penser que ce que tu vois là-haut est juste. Effectivement, je n'ai pas de doute sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai vu et sur ce que je vois. Et sur ce que tu entends, car il est question de message. Et sur ce que j'entends aussi. Il y a cette présence qui, lorsque je voyage dans le cosmos, me suit, ou peut-être que c'est moi qui la suis, j'en sais rien. Et effectivement, il y a une communication, il y a des messages qui se font entendre. Après, est-ce que ce sont des messages adressés à mon intention, ou est-ce que c'est des principes philosophiques, on va dire généraux, que je ressens à travers cette interaction? Je ne sais pas du tout. C'est de la philosophie universelle, c'est quelque chose que tout le monde sait au fond de lui, mais que parfois on a besoin d'entendre. Entendons-les. Sur le respect de l'autre, sur le respect de notre Terre, même si effectivement entendre ça dans le cosmos ça peut être étrange, mais En quelle langue ? en français. Mais parce que c'est réinterprété avec mon filtre. Je précise que ce sont des concepts que tu entends. Hein. Il ne s'agit pas d'une conversation. Non, des messages de paix, des messages d'écologie, d'exploration intérieure, mais aussi peut-être de plus explorer ce qui nous entoure. Pour y découvrir la vie, notamment. Peut-être pour y découvrir la vie, oui, mais pour y découvrir peut-être le sens de cette vie, de pourquoi la vie.
Dans les traditions, on parle de hiérarchie au pluriel. Est-ce que tu y trouves aussi un sens à ce mot dans les rencontres que tu fais? Je ne parlerai pas de hiérarchie, dans le sens où, pour moi, je ne pense pas que ces entités, ces êtres, ces énergies, appelons-les comme on veut, soient supérieurs à nous, de quelque manière que ce soit. Je dirais simplement qu'elles vibrent sur une autre fréquence, elles sont sur un autre plan, et que ce plan n'est pas supérieur ou inférieur au nôtre, il est simplement décalé, enfin par rapport à ce corps-là, hein. Peut-être que c'est simplement une communication avec moi-même au final. Je ne pense pas que... Enfin, je ne crois pas en une hiérarchie de guide, surguide, surguide, et puis je ne sais quoi d'autre, des anges, des archanges avec des ailes. Et non. Dieu au bout peut-être? Je pense que Dieu, il n'est pas au bout, mais Dieu, il est là. Nous sommes nos propres dieux, au final. Parce que, pour moi, la conscience, ce que certains peuvent nommer Dieu, bah, c'est nous, parce que nous sommes la conscience et nous sommes une fraction de cette conscience. C'est pas un jugement intellectuel. C'est pas un jugement intellectuel, c'est vraiment mes expériences, ce que je vis. Tes perceptions. Avec moi-même, et mon regard que j'ai de la conscience, de ma conscience, qui me permettent de penser ça. Une conscience unitaire en l'occurrence. Oui, complètement. Unitaire, oui. Alors si on revient de façon plus pragmatique maintenant à l'étage terre, Ouais. il se pose un problème quand même éthique à tout ça. Il l'écrit d'ailleurs. Oui. Parce qu'aller voir une copine en petite culotte ou des copains faire la bestiole à deux dos, ou c'est quand même délicat. Alors tout le monde se dit, oui mais qu'est-ce que je fais avec tout ça quoi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait très vite, je me suis forgé une éthique, hein, très rapidement. Ma philosophie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les personnes qui ne vivent pas consciemment ces états modifiés de conscience s'extasient et disent « Ah, bah c'est génial, si j'avais ces pouvoirs, et par le pouvoir, si j'avais ces pouvoirs, j'irais faire ci, j'irais voir ci, j'irais voir des nanas en petites culottes. » On a, pour la plupart, tous deux mains, et avec ces deux mains, on peut faire énormément de choses. Par exemple, on peut très bien tuer quelqu'un qui nous embête. On pourrait, il suffit de l'étrangler ou de lui planter un couteau dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que, au fond de soi, on n'en a pas envie. Ben moi, c'est exactement la même chose. J'ai cette capacité-là, je pourrais faire tout un tas de choses avec, mais je ne le fais pas parce que je m'y refuse. Je pense que ça répond bien à la question. Bon, alors maintenant, on va demander à Nicolas s'il est capable d'imaginer, de percevoir l'environnement de mon retour à Paris dans le TGV que je vais prendre dans 2 heures, vers 7h30, au départ de Genève. Moi, j'ai l'impression de te voir dans le sens de la marche, sur le côté à droite, Ouais. dans le sens D'accord. côté fenêtre. Ouais. Et tu vois des gens... Place à 2. Ah, une place à 2. Ouais. J'ai pas l'impression que tu sois sur une place à 4, plutôt une place à 2. Alors, à côté de toi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. En revanche, derrière, j'ai l'impression de percevoir une dame avec une coupe un peu afro, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit black. Ouais. Il y a un enfant qui crie, j'ai l'impression, Ouais. dans le wagon. Il y a une odeur aussi, une odeur affreuse. Tiens. J'ai l'impression que quelqu'un mange un truc au fromage ou un truc qui sent assez fort dans le, Ah bah ça promet. dans le wagon. À ta gauche, Ouais. il y a un monsieur bien portant, type un peu costard-cravate. Mais... Un homme d'affaires, quoi. Ouais, plutôt homme d'affaires bien
imposant. Il y a une histoire de valise orange. Je vois une valise... Grosse? Non, pas si grosse que ça. Type qui puisse rentrer dans les Bagage bagages à avion, main d'avion, ouais. ouais. Orange. Qui se... Bien orange, bien pétant. Dans l'allée, je sais pas où. Je sais pas. Tu la Mais vois? ouais. D'accord, bon, bah, très bien. Alors si je comprends bien, Nico, les visions dans l'espace, ça tu pratiquais, mais les voyages dans le temps, tu faisais pas encore ça? Non, les visions dans le temps, c'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai pas vraiment exploré encore. Et que tu as envie de développer? Oui, bien sûr, en collaboration avec Sylvie et Claude Charles, sur justement l'exploration de tous ces phénomènes qui sont liés à la conscience. C'est une formidable aventure. Bon, alors maintenant, on va demander à Nicolas s'il est capable d'imaginer, de percevoir l'environnement de mon retour à Paris dans le TGV que je vais prendre dans 2 heures, vers 7h30, au départ de Genève. Bon, alors évidemment, on vous devait ces explications. On va maintenant vérifier les affirmations de Nicolas et voir si tout s'est passé comme prévu. J'ai l'impression de voir dans le sens de la marche. 1 point. À droite. Ouais, d'accord. Alors, il a raison, j'étais effectivement à droite dans le sens de la marche. En même temps, c'était écrit sur mon billet, mais comme je n'avais pas vérifié. Côté fenêtre. Ouais. Ah, là, par contre, Nicolas se trompe, car j'étais assis au départ, côté couloir. Sauf que pour vérifier la mise en place de toutes ces affirmations, j'ai pris du recul et je me suis mis contre la fenêtre, donc j'ai passé le plus clair de mon temps sur la place côté fenêtre. Et tu vois les gens, nouvelle erreur de Nicolas. Il s'agissait d'une place à 4. Sauf que, en voyant le train probablement de dessus, c'était les 2 seules places restantes disponibles dans tout le wagon. Mais c'était bien un siège à 4 places. Il a raison, la place était vide, j'y ai mis mon sac. Oui, alors effectivement, ça c'était la première des choses un peu étonnantes qui s'est produite, puisqu'à peine arrivée dans le wagon, une femme s'est levée, est partie devant moi, et son téléphone à la main, son portable à la main, elle a traversé le couloir, elle est partie, et j'ai pu revu pendant tout le voyage. Et effectivement, c'était, alors elle était ni blanche ni black, parce que c'était une métisse, et qu'elle avait une veste colorée, et les cheveux courts et crépus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle avait une coupe afro ? Oui, alors ça c'est différent. On était donc la dernière rangée avant le bout de la voiture, et dans l'autre wagon, séparé par le sas, j'ai entendu vaguement et de loin des gosses chahuter ou crier. C'est tout ce que je peux dire. Alors ça, l'histoire de l'odeur, c'est un grand moment, parce qu'à peine arrivé dans le train, j'étais à peine assis, qu'une odeur bien rustique, version calendos bien coulant, a commencé à envahir le bout du wagon. Quelqu'un mange un truc au fromage, qui sent assez fort. Ah bah ça promet. À ta gauche, Ouais. il y a un monsieur bien important, qui est un peu costard cravate. Donc là, c'est Imposant. Ouais. Alors il était effectivement gaillard, ce type. Il était assis donc à ma gauche, dans la diagonale, et un peu rustique, on va dire. Mais au bout d'un quart d'heure, il s'est endormi, il s'est avachi sur le siège, mais on l'a plus revu. Grosse? Non, pas si grosse que ça. Type
Bagage d'avion, ouais. Oui, alors ça, l'histoire de la valise, c'était probablement la chose que j'attendais de façon la plus évidente en entrant dans le wagon. Et rien ne s'est passé, j'ai regardé dans les travées, dans les racks, dans le coffre à bagages, rien de tout ça. Sauf qu'en m'installant, le voisin de gauche, s'adressant à son ami, a effectivement mentionné une valise orange qui aurait été oubliée dans un précédent voyage qu'il aurait fait entre Genève et Paris et qui aurait mis la pagaille à cause des consignes de sécurité. Qui se... dans l'année, je ne sais pas où. Tu la vois. D'accord, bon, bah, très bien. Alors voilà, maintenant à vous de juger. Ce qui est sûr, c'est que sur 11 questions qu'on lui pose, il répond directement ou indirectement à 8 d'entre elles, ce qui veut dire un taux dépassant 75% par rapport à un taux normal de 25%, dit-on, pour ce genre de quiz. À vous de faire votre opinion. Ce qui est certain, c'est que l'affaire de la valise orange et du calendos, ça restera dans les annales. Salut!